Parlons d'un sujet sensible, souvent tabou même, mais qui fait de vrais dégâts dans nos entreprises et nos administrations en Algérie, le management toxique. Aujourd'hui, on va voir ça non pas comme un simple problème personnel, mais comme un véritable enjeu économique. Un enjeu qui freine l'innovation et on va le voir, qui alimente aussi la fuite des cerveaux. Alors, on commence tout de suite avec la question essentielle. C'est quoi la différence entre un manager qui est juste exigeant, qui veut tirer son équipe vers le haut, et un manager qui est toxique? La frontière est parfois floue et c'est justement là que se cache le danger. Savoir faire la différence, c'est la première étape. Accrochez-vous bien, premier chiffre, et c'est un choc. Quand un bon employé, un talon, quitte l'entreprise à cause d'un mauvais management, son remplacement coûte l'équivalent de 6 à 9 mois de son propre salaire. Et là, on ne parle pas juste des frais pour trouver quelqu'un d'autre, non, on parle de la perte de compétences, de l'ambiance qui se dégrade, bref, un coût énorme et souvent invisible. Et ce n'est pas tout. Côté productivité, regardez ça, 15%. C'est, en moyenne, la chute de productivité dans une équipe dirigée par un manager toxique. Et ça, en un seul semestre. Ce n'est plus une question de ressenti ou de mauvaise ambiance. Ce sont des chiffres, des données concrètes qui pèsent directement sur les résultats de l'entreprise. On voit bien que la toxicité a un coût, un vrai coût, qui se chiffre. Ce n'est pas une abstraction. C'est un poison économique, un accélérateur de départ et un risque majeur pour la santé des organisations en Algérie. Ok, maintenant qu'on a posé le problème, comment on fait pour agir? Eh bien, la première étape, c'est de savoir reconnaître à qui on a affaire. On va décortiquer ensemble 4 profils types de managers toxiques. Et on commence tout de suite avec le premier, le despote de l'administration. Celui qui règne par la peur et le contrôle absolu. Ce tableau résume parfaitement son mode de fonctionnement. Son obsession du contrôle absolu, ça paralyse toute initiative, toute innovation. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il est tout de suite suspecté d'être déloyal. Résultat, une culture de la peur, où plus personne n'ose parler, où l'information ne circule plus. Et les conséquences sur la santé, elles sont désastreuses. De l'épuisement à des choses bien plus graves. Et là, attention, cette phrase fait froid dans le dos. Elle est tirée d'une étude de cas bien réelle dans l'administration algérienne. Ça montre le coût humain à l'extrême de ce type de management. L'absence de dialogue, ce n'est pas juste du mal-être, ça peut tuer, littéralement. Allez, on passe au deuxième profil, un grand classique malheureusement qu'on retrouve beaucoup dans les entreprises, le manager Marifa. Vous savez, celui pour qui les décisions ne sont pas basées sur la performance, mais sur le favoritisme et les relations personnelles. C'est la mort du mérite. Là, le contraste est saisissant, regardez. D'un côté, un système sain, avec des objectifs clairs et des process transparents. De l'autre, le règne de l'arbitraire. Les primes, les avantages, tout dépend du bon vouloir du chef. Le résultat, on le connaît, un malaise général, et les plus compétents finissent par être complètement démotivés. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Le même chiffre que tout à l'heure, 15% de productivité en moins, en un semestre. C'est un cas réel dans le secteur industriel. Pourquoi? Simplement parce que les meilleurs, se sentant ignorés, sont partis voir ailleurs. Le favoritisme, au final, ça coûte cher à tout le monde. Troisième profil, et celui-là on le voit de plus en plus dans le monde des startups, le bulldozer. C'est souvent le fondateur lui-même. Sous prétexte de croissance explosive, il impose des rythmes de travail impossibles et fait du surmenage une sorte de médaille. Le problème avec ce management, c'est que ça mène tout droit au burn-out. Et le burn-out, ce n'est pas un truc qui arrive d'un coup, c'est un processus, une sorte d'engrenage fatal. Ça commence par la surcharge, on devient irritable, puis la phase d'érosion, on a des trous de mémoire, on devient cynique. Et à la fin, c'est l'effondrement, physique et mental. Juste pour que ce soit bien clair, 80 heures par semaine, pendant 1 an. C'est le rythme qui a été imposé dans le cas d'une start-up algérienne. Le résultat, un burn-out collectif. L'entreprise a été mise en péril, la performance à long terme est juste impossible sans un minimum de respect pour les limites humaines. Et on termine avec le 4e profil, peut-être le plus déroutant, le manager fantôme. Celui qui est complètement invisible quand on a besoin de lui pour du soutien ou une décision, mais qui réapparaît comme par magie pour blâmer et humilier quand il y a un problème. Cette phrase, elle vient d'un témoignage réel, à Alger. Et elle illustre parfaitement ce paradoxe terrible. Le manager est absent au quotidien, mais devient ultra présent et violent dès qu'il perd le contrôle. Par exemple, quand un employé démissionne. L'impact est dévastateur. Un traumatisme pour la personne visée et une méfiance totale pour le reste de l'équipe. Alors, face à un manager fantôme, la pire erreur, c'est de subir en silence. Non, il y a une solution. C'est ce qu'on appelle le management ascendant. L'idée, c'est de reprendre un peu le contrôle.
Comment? En formalisant tout par écrit. Les objectifs, les demandes. Ça élimine le flou. Ensuite, en demandant soi-même des points de suivi réguliers pour le forcer à être présent. Et si ça ne suffit pas, on implique une troisième personne, comme les RH. On sort de l'émotionnel pour aller vers le factuel. Bon, on a identifié les 4 profils, c'est bien, mais maintenant, on fait quoi? Passons aux solutions concrètes. Parce que oui, il existe des recours, que ce soit des stratégies pratiques ou même des recours juridiques. L'objectif, c'est de ne plus être une victime, mais de devenir acteur. Et la première chose à savoir, c'est que la loi est de votre côté. Il faut absolument connaître ses droits. En Algérie, c'est la loi 90-11 qui encadre tout ça. Par exemple, si vous dénoncez des pratiques toxiques et que vous vous faites licencier, ça peut être reconnu comme un licenciement abusif. L'employeur risque alors une réintégration ou de lourdes indemnités. Et pour le harcèlement moral, si c'est prouvé, ça peut même aller jusqu'au pénal. La loi, c'est un vrai levier. Maintenant, se défendre, c'est une chose. Mais l'idéal, ça reste la prévention, n'est-ce pas? Comment on fait au niveau d'une entreprise pour que la toxicité ne s'installe même pas? Il faut bâtir activement une culture d'entreprise saine. Et là, évidemment, le service des ressources humaines a un rôle absolument central à jouer. Il doit passer d'un rôle purement administratif à un rôle de soutien stratégique. Ça veut dire mettre en place des outils pour prendre la température des équipes en temps réel, comme des petits sondages réguliers. Ça veut dire aussi déclencher une alerte et un audit dès que le taux de départ dépasse un certain seuil. Et surtout, ça veut dire former. Former les managers à la communication, à la gestion du stress, à l'art de donner du feedback constructif. On approche de la fin et cette phrase résume tout. C'est simple, c'est direct, mais c'est tellement vrai. Le management toxique, ce n'est pas une fatalité, c'est un modèle du passé. Investir dans le respect, dans l'humain, ce n'est plus une option, c'est une condition de survie pour les entreprises aujourd'hui. Alors voilà, on va se quitter sur cette question. Une question simple mais essentielle. Car aujourd'hui, pour garder les talents, la qualité de l'air qu'on respire au bureau est devenue aussi importante que le salaire. Il est temps que chacun, à son niveau, aide à rendre l'atmosphère un peu plus saine.